Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique qui est celle du tome 2 du Secret de l'Enchanteur. Donc l'émeraude d'invisibilité de Nadine Bertoli, aux éditions Pulp Fiction. Je tiens à m'excuser d'avance si je brille pas mal à la lumière. On est encore sous l'effet de la chaleur, donc évidemment j'essaie de se remuer pour garder le frais à l'intérieur. Mais ce n'est pas si simple, j'ai même dû couper le ventilateur pour pouvoir tenir, sinon vous allez entendre que ça et ça va être horrible. Alors, dans ce tome 2, on suit donc Mae qui, dans le tome 1, a découvert qu'elle faisait partie d'une grande famille d'enchanteurs, notamment d'enchanteurs dans le domaine des enchantements d'objets. Et évidemment, avec ses amis Léandre, Emma et Raphaël, elle est poursuivie par l'OE, l'organisme des enchanteurs d'objets, qui veulent récupérer la montre qu'elle a, qui est le fruit la création d'une de ses ancêtres. Et avec ses amis, ils vont essayer dans un premier temps de récupérer un bijou qui est une émeraude d'invisibilité qui fait partie de la famille de Léandre, que son ancêtre Gustave Crognou a créé par le passé, et évidemment en étant pourchassé par l'OE ainsi que le cercle, tout en voulant évidemment détruire tout ce qui a concerné la machetière qui justement est le fruit de tout ça. Dans ce tome-ci, j'ai beaucoup aimé ce qui se passe, parce qu'en effet, ça se passe, comme pour le premier tome, ça se passe sur un délai très court, mais on a du mal à croire que ça se passe en si peu de temps, en 15 jours, un mois, vous voyez à peu près le délire. Mais en fait, il se passe tellement de choses qu'on a du mal à croire que le temps passe très vite. Donc là-dessus, j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait plaisir de redécouvrir la plume de Nadine de Bertoli. Je sais qu'elle a écrit d'autres ouvrages en passant. D'ailleurs, Pulp Fiction a fait de l'excellent travail toujours avec tout ce qui est les jazz-bass, vraiment. Franchement, ça fait plaisir, même sur des brochets comme ça, d'avoir vraiment de belles choses. Ça m'a fait plaisir aussi de revoir les arbres généalogiques de la famille de Mae, Pince à Frais et de Raphaël Chèvrefeuille. J'aurais aimé qu'il y ait l'arbre de... un arbre généalogique de Léandre, qui lui aussi est un des descendants, lui, de Gustave Crognou, comme je disais plus tôt. Les ancêtres de nos trois compagnons donc, sont Dominique Passafré, Estelle Sirocco et évidemment Gustave Crognou pour Mae, Raphaël et Léandre. Emma ne fait pas partie d'une famille d'enchanteurs, mais j'aurais aimé avoir un peu plus sur les ancêtres, notamment de Léandre. J'ai beaucoup aimé qu'ils aient remis, pardon, excusez-moi, là où se trouve une carte de l'Europe avec certaines petites informations que je vous laisserai découvrir, ainsi que tout ce qui est le Vieux Lyon et le centre historique de San Giammano en Italie, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des lieux pour se repérer. Vous savez que je suis friande de cartes, quand il s'agit de se repérer, c'est toujours un vrai petit plaisir, et je tiens à préciser, ça fait toujours plaisir ce genre de choses. Mais j'ai eu beaucoup d'écart entre le tome 1 et en tout cas entre la lecture du tome 1 et la lecture du tome 6. Celui-ci, j'ai dû le lire en octobre-novembre dernier de mémoire, donc il y a eu pas mal là, du coup, d'écart entre la lecture de ces deux tomes. Je suis du genre à avoir une bonne mémoire, mais j'ai une bonne mémoire que quand ça m'arrange. Et là, pour le coup, merci d'avoir mis le résumé du tome 1. Ça fait toujours plaisir. On n'a jamais assez cette histoire de résumé du tome précédent ou des tomes précédents. Mais dans des cas comme ça fait toujours plaisir, surtout quand c'est une duologie. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé tous ces petits détails. Évidemment que c'est des détails. Mais en tout cas, comme je dis, c'est vrai que ça se passe très vite. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé toujours ces petits caméléons qui en fait ont plus d'utilité que des fois qu'on peut le croire, même avec leur côté espiègle. J'ai aimé en savoir plus sur le trio des ancêtres. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du trio d'enchanteurs d'objets, donc comme je disais, Dominique Passafré, Estelle Sirocco et Gustave Crognou. Mais c'est vrai qu'on savait que c'était un excellent trio d'enchanteurs. Ensemble, ils ont fait des trucs incroyables, et c'est vrai qu'en fait, on a appris dans le tome 1 que du jour au lendemain, ça se passait plus si bien. Et là, j'ai aimé justement qu'on, par un certain mécanisme, on apprenne davantage sur ce trio aussi. Je me suis marrée en story en disant que, en voyant le prénom de Gustave Crognou, j'ai repensé à un jeu que j'ai joué récemment. Je vous avais parlé dans un de mes précédents vlogs, enfin dans mon dernier vlog que j'avais fait, où c'était le choix d'une journée détente, où j'avais joué à Clair Obscur Expédition 33. Quand je revoyais le nom de Gustave Crognou, je repensais au personnage de Gustave.
dans Clair-Obscur édition 33. Donc imaginez-vous que à chaque fois qu'il parlait de Gustave Croque-Nous, j'avais Gustave donc en tête. Faites pas cette erreur là. Mais en tout cas non, j'ai beaucoup aimé. On apprend plus sur tout ça. On apprend plus aussi sur la formation de leurs ancêtres. Mais également quand chacun était venu à amener à, on va dire, à créer leurs objets. Ça c'est vraiment chouette. J'ai aimé le côté formation accélérée de May de la part de Céleste qu'on a pu rencontrer dans le tome 1. Parce qu'en effet ils ont très peu de temps pour faire ce qu'ils ont à faire dans ce tome-ci. Donc en effet elle a une formation très accélérée. Et il y a un petit peu ce côté... parce qu'on découvre facilement que la montre de Dominique Passafré a plusieurs capacités, notamment deux, dont celle dont on a déjà connu dans le tome 1. Et là, ce que je peux trouver intéressant, malgré les conséquences qu'il y a, c'est qu'il y a ce côté un peu expérience scientifique. C'est-à-dire que vraiment, on essaie de comprendre ce qu'il y a et on passe par la suite d'échecs. Un de ces échecs a mis à mal un personnage qu'on découvre dans ce roman-là et que je vous laisserai découvrir. Mais en tout cas, c'était super chouette. Et c'est ce fait qu'aussi, c'est que on sent que tout le monde a plus ou moins changé. Surtout Léandre. Dans le premier, il était beaucoup bougon, grincheux. Enfin, c'est synonyme bougon et grincheux. Mais là, il se libère un peu plus. Et surtout son lien avec les autres. Et en fait, c'est que ces gars-là, à un moment, se retrouvent à devoir être séparés pour x, y raison. Mais ils ont beau de ne pas être si loin ça des uns des autres, le fait qu'ils sont obligés de collaborer ensemble différemment quand ils disent on se voit à telle heure, genre après les cours et tout, c'est devenu plus compliqué. J'étais pas très fan du côté on sèche les cours. Quand on sèche les cours, je peux comprendre, mais là c'est en fait trop d'un coup. Il y a eu énormément de cours où les joueurs ils ont loupé l'école. Alors évidemment, voilà, le contexte c'est que oui, on comprend qu'ils ont dû sécher pas mal de fois les cours, mais là c'était genre limite pire que le Covid. Donc la période Covid, on se dit bah oui, on peut pas faire cours. Bref, non, ça j'ai vraiment eu du mal, mais je me dis, bon, on relativise sur le fait que oui, il y a des enjeux et tout, des enjeux que les jeunes ne peuvent pas parler aux autres. Mais en tout cas, c'était vraiment hyper intéressant. Franchement, c'est un roman que j'ai adoré lire. Une duologie que j'ai aimé lire et franchement, je vous le conseille si vous avez des jeunes au collège ou des trucs comme ça, vous pouvez. Parce qu'il y a des lieux, il y a de la magie, ce côté un peu historique, le fait qu'on traîne beaucoup dans le violon, un San Gimignano, j'aurais pu écrire le nom, à dire le nom, je suis désolée, San Gimignano, en plus j'ai jamais fait l'italien donc je suis désolée. Et on est à un autre endroit en Europe, je vous dirai pas où, mais en tout cas c'était chouette, ce petit voyage. Et franchement ça se lit très vite, c'est écrit assez gros comme vous pouvez le voir comme pour le premier tome. C'est vraiment une duologie que je conseille, oui, si vous avez des collégiens ou voire même des élèves en fin primaire, type CM1, CM2, vous pouvez les mettre dans leurs mains sans problème. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé pour le coup. J'ai pas trop en dire plus parce que je vais envie que vous les découvriez pleinement comme moi je l'ai découvert. Mais en tout cas, c'était hyper ultra chouette. Je suis désolée que ça soit si court, mais si je continue à vous en parler, comme évidemment je vais tomber dans le spoil, et nous savons, vous et moi, qu'on va éviter de spoiler pour que les autres puissent en profiter, surtout que là c'est tome 2. Donc je pense que vous serez d'accord du fait que moins on en parle, mieux on se parte, en effet. Moi, le fait de spoiler, si je spoil, c'est parce que je sais que la personne a lu le bouquin. Mais en tout cas, non, c'est vraiment... là, pour le coup, c'est vraiment un roman qu'on peut lire l'été. Que ce soit jeune ou moins jeune d'ailleurs. Mais en tout cas, moi j'ai adoré ce petit livre, enfin ce tome 2 et cette duologie de manière générale. Ma chronique sur le tome 2 du Secret de l'Enchanteur, donc l'émeraude d'invincibilité de Nadine de Bertoli aux éditions Pulp Fiction est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes tenté ou non par ces romans-là, et ou pas, ou si vous avez d'autres livres pour les jeunes. Notamment fin élémentaire, début collège, collège, je suis de tout à votre écoute. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, en MP sur les réseaux sociaux ou par mail, et ça fera toujours plaisir de découvrir de nouvelles choses. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.